Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une ce soir. Clap de fin pour le sommet de l'OCI à Banjul, une clôture empreinte d'unité avec l'adoption d'une résolution historique en soutien aux droits du peuple palestinien qualifié de génocide. Le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement indéfectible du Sénégal envers cette cause. Au cœur de la ferveur religieuse du Daka de Médina Gounass, les pèlerins se préparent à quitter les lieux. Après 10 jours d'intense spiritualité, l'heure est aux dernières empreintes, on le verra. Huile de palme et miel, trésor de cette tradition, figure en tête de liste des souvenirs à emporter. Et enfin, ce soir, notre grand format santé se penche sur les urgences au CHU Fann, où le traitement des victimes d'AVC est en crise. Familles et patients expriment leur désarroi face aux retards critiques et aux conditions précaires d'hébergement. Face à cette situation, l'administration promet des réformes majeures à suivre dans le grand format santé. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. Le sommet de l'OCI à Banjul s'achève sur une note puissante avec l'adoption d'une résolution forte en faveur des droits du peuple palestinien qualifiant la situation de génocide. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a pris part à la cérémonie de clôture, a souligné la position constante du Sénégal et à l'amitié solide avec la Gambie. Oumar Nying. La cause palestinienne était un point saillant de ce sommet. En condamnant ce qu'il considère comme un génocide, l'OCI fait un grand saut. Il fallait qu'on puisse nommer, appeler un chat, nommer le mot génocide dans la déclaration. Il fallait que l'OCI prenne une position beaucoup plus forte par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à l'exigence et à la demande de la communauté internationale. Si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, il y a des étudiants, toutes les universités américaines sont en ce moment en train de bouillonner avec les étudiants qui revendiquent que leur État prenne. Donc, si les États-Unis, les étudiants veulent vivre en Amérique, je pense que l'OCI, qui est la Oumma islamique, peut prendre une position beaucoup forte pour la solidarité envers le peuple palestinien. Le Sénégal, fidèle à sa position, est resté constant. Pour Dakar, ce sommet était un rendez-vous d'autant plus important qu'il se tient chez le voisin avec qui il a des liens séculaires. Le président a pensé important de participer à ce sommet par rapport à la position de leadership que le Sénégal a toujours occupée par rapport à la cause palestinienne. Vous savez que l'OCI a été créé pour poser la question palestinienne au niveau international, pour y trouver des solutions. Donc, il était important que le président aussi soit présent à ce sommet-là. Le sommet aussi est organisé par un pays frère, par la Gambie. Et c'était aussi un geste fort pour venir en solidarité au peuple gambien, à l'État gambien qui était host, qui a accueilli donc le sommet. Et nous pensons aussi que le Sénégal a un rôle à jouer au niveau multilatéral. Et c'est la position du Sénégal, si on voit l'intérêt de toutes les délégations qui ont voulu rencontrer le président, l'intérêt aujourd'hui que suscite le Sénégal au niveau international, au niveau multilatéral, au niveau panafricain, il était important que le président se déplace et soit ici personnellement pendant 48 heures. Après la clôture des travaux, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a repris le chemin de Dakar, où il est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche. En marge du sommet de l'OCI, le président de la République a reçu l'envoyé spécial du président de la Palestine. Mahmoud Abbas a remercié le Sénégal pour sa position constante sur la situation à Gaza. D'autres chefs de délégation et responsables d'institutions partenaires ont également été reçus par le président de la République. La synthèse d'Oumar Nying. La cause palestinienne était au cœur de l'entretien que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé à l'envoyé spécial de Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Riyad Malki a salué au nom de l'autorité la position que le Sénégal a toujours défendue dans ce conflit. Une tradition que le chef de l'État compte maintenir et renforcer. Le président Bassirou Diomaye Faye a apprécié la reconnaissance du peuple palestinien envers le Sénégal. Les dirigeants de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture ont également été reçus par le président
de la République. Dr Salim El Malik est le directeur général de l'ICESCO. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays fondateur de l'ICESCO, est un pays actif au sein de l'ICESCO, un pays qui peut et qui aussi présente énormément de contributions, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des sciences et de la culture, au sein de la communauté du monde islamique et au sein aussi de la communauté internationale. Donc l'ICESCO bénéficie pleinement de toutes ces capacités et toutes ces perspectives et ces opportunités qui sont des opportunités utiles pour l'ICESCO et utiles aussi pour le monde islamique. Cher Chakbout, secrétaire d'État aux Affaires africaines des Émirats arabes unis, a également été reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a assuré de l'engagement de son pays à accompagner le projet de développement que porte le chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye s'en réjouit et compte consolider les acquis portés par un partenariat dynamique et multiforme, touchant des domaines comme l'agriculture, l'énergie, la formation professionnelle ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, le secrétariat permanent sénégalo-gambien, un instrument dont la particularité est expliquée ici par le secrétaire exécutif, El Hadj Ibou Boy. On a cette structure qu'avec la Gambie. C'est le secrétariat permanent sénégalo-gambien qui est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la coopération. Nous travaillons également beaucoup sur les questions de frontières, en termes de sensibilisation et de prévention au niveau de toutes les zones transfrontalières. Alors, donc, cela dit, le président a parfaitement compris mon message sur la spécificité de la coopération entre nos deux pays. Alors, il m'a rassuré que son option, c'est de faire en sorte que la coopération entre le Sénégal et la Gambie soit le plus développée possible. La Banque islamique de développement, un partenaire de haut rang. Son président, Mohamed Al-Jasser, a assuré du soutien continu de l'institution au Sénégal, surtout dans la perspective de mise en œuvre du projet cher au président Bassirou Diomaye Faye. Remerciant son hôte pour la visite, le chef de l'État a insisté sur l'approche programme qui permettrait d'éviter la réalisation de projets éparpillés, une idée bien appréciée par le président de la BID. Notez que des messages de félicitations ont été adressés au président Bassirou Diomaye Faye durant toutes ces audiences. Et nous retrouvons justement un de nos envoyés spéciaux à Banjul, Ibrahima Ndong. Bonsoir Ibrahima. Dites-nous quels sont les autres points essentiels à retenir du communiqué final. Bonsoir René Léon Fonseca, merci. Alors, il faut retenir tout simplement que pour ce communiqué final, la principale information ou bien le principal point qu'on peut retenir au-delà des autres considérations qui ont été soulignées par Oumar Nying, c'est tout simplement la création d'un nouveau poste d'envoyé spécial par l'Organisation de coopération islamique. C'est la première fois que ce poste sera créé par l'organisation depuis 55 ans d'existence. Alors, pourquoi ce poste de création d'envoyé spécial contre l'islamophobie? Cela s'explique tout simplement par le fait que souvent l'islam est associé à la violence, au terrorisme, mais aussi à plusieurs actions néfastes qui ne sont pas en phase avec la religion musulmane. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'organisation a jugé nécessaire de créer ce poste d'envoyé spécial contre l'islamophobie qui va jouer en tout cas un rôle très important à l'échelle mondiale parce que ça sera l'occasion pour l'organisation de faire un peu le tour du monde, mais aussi de mieux expliquer aux personnes réticentes par rapport à l'existence de cette religion, de la manière dont certaines
aperçoit en tout cas l'islam pour tout simplement les convaincre et les faire comprendre qu'en réalité, l'islam n'est rien d'autre qu'une religion de paix, de solidarité et de partage. Donc il faut tout simplement retenir au-delà de cela qu'il y a parmi les points de ce communiqué final de Banjul le dialogue que prône le nouveau président de l'OCI. Le président Adama Barrow, pour ne pas le nommer, comme vous le savez, est chargé de diriger les destinées de cette organisation pour une durée de 3 ans et il compte en tout cas mettre en œuvre l'ensemble des actions de cette organisation, surtout pour une paix durable sur l'ensemble des pays qui participant de cette organisation, mais aussi pour une paix durable pour le monde entier. Parce qu'ils pensent que si aujourd'hui on parle de développement, il faut d'abord au préalable qu'il y ait une paix durable pour penser à développer des projets structurants. Et concernant l'organisation, Ibrahima, pouvez-vous nous fournir les détails supplémentaires? Alors, Fonseca, il faut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les participants se félicitent en tout cas de cette organisation. Ils disent que c'est une organisation parfaite. Pourquoi? Parce que tous les paramètres qui entrent dans le cadre de cette organisation ont été maîtrisés. Pour rappel, il faut dire tout simplement que ce sommet devrait se tenir en 2020. Alors, depuis 2020, la Gambie n'était pas dans les dispositions d'organiser ce sommet. Pourquoi? Parce qu'il fallait préparer ce sommet en construisant des infrastructures très importantes. Comme infrastructure, on peut noter le centre de conférence internationale Kairaba Diawara. Il y a aussi une route d'un linéaire de 25 à 35 km qui part du centre à l'aéroport international de Banjul. Il y a aussi le salon VIP de Banjul, mais aussi la construction de l'hôtel qui devait accueillir les délégations officielles. Il faut tout simplement préciser que voilà tout ce qui a poussé en tout cas à la Gambie de repousser à 3 fois l'organisation de ce sommet. Mais pour l'essentiel, l'organisation a été vraiment jugée satisfaisante par tous les participants. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité agissante qu'on a notée de la part des 57 pays qui comptent cette organisation pour pouvoir organiser le 15e sommet de l'organisation de coopération islamique. Et comme vous le savez, c'est la Gambie qui était à l'honneur. Donc, et c'est le président Adama Barrow qui est aujourd'hui le président de l'organisation de coopération islamique pour une durée de 3 ans. Merci Ibrahim Ndong pour ce compte rendu et pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Banjul. Et justement, les rideaux sont tombés sur le 15e sommet de l'organisation de coopération islamique. La lecture de la déclaration finale a été faite par le nouveau président de l'OCI, le président de la Gambie, Adama Barrow. Il invite la Oumma à parler d'une seule voix pour un règlement des conflits par le dialogue. On reste avec vous, Ibrahim Ndong. Le dialogue comme gage de règlement des conflits. C'est le souhait du nouveau président de l'Organisation de coopération islamique. Le président Adama Barrow plaide ainsi pour la promotion de la tolérance, de l'unité et le dialogue pour un développement durable au sein de la Oumma. La 15e session est un nouveau début pour la Gambie pour renforcer ses relations avec l'ensemble des membres de l'OCI pour la paix, la stabilité et la justice au niveau de notre Oumma et dans le reste des régions du monde. Nous travaillerons sans relâche pour arriver aussi à une solution pacifique au niveau des conflits qui secouent la planète et qui nécessitent notre intervention pour le bien de l'humanité. Notre principe de base doit être guidé par le bien commun de l'ensemble de l'humanité et cela, bien sûr, nécessite notre engagement à nous tous. Nous devons promouvoir la tolérance comme valeur fondamentale pour la tolérance, le développement et la stabilité. Ce qui veut dire qu'il faut s'identifier aux recommandations du Saint-Coran ainsi qu'aux enseignements du prophète Mohammed paix et salut sur lui pour atteindre les objectifs escomptés.
nous devons nous appuyer sur les principes de l'islam, à savoir la tolérance, la compréhension et l'ouverture sur l'autre et le pardon. Ainsi, on serait reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à asseoir ces valeurs pour que nos sociétés jouissent de la stabilité à laquelle nous aspirons. Altesse, excellent, votre présence ici à Banjul traduit votre engagement pour soutenir les principes de l'OCI. Et en tant que président de cette session, je vous prie d'accompagner aussi et d'aider la Gambie lors de sa présidence pendant les 3 prochaines années afin que nous puissions prendre des mesures concrètes et promouvoir donc le progrès de l'Oumma islamique. Un accompagnement significatif de la Oumma à la Gambie est donc nécessaire pour la réussite de sa mission pendant les 3 prochaines années de sa présidence. Je suis confiant que nos objectifs seraient réalisés à travers la thématique choisie pour cette session, à savoir le dialogue et l'unité pour réaliser le développement durable et ainsi trouver des solutions aussi aux facteurs d'instabilité régionale. Je conclus par réitérer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de ce sommet. Nous remercions les leaders, mais aussi le staff technique de l'OCI, les décideurs au niveau de l'Arabie Saoudite. Excellence, je remercie l'ensemble des délégations et nous sommes reconnaissants pour les efforts que vous faites pour l'Oumma islamique et pour l'humanité en général. La voie est donc tracée. Les défis identifiés restent maintenant à matérialiser la feuille de route de la nouvelle équipe pour un développement durable de la Oumma islamique dans un monde stable, dans la paix. À l'occasion du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique en Gambie, la RTS et la télévision gambienne, la GRTS, unissent leurs forces pour offrir une couverture médiatique sans précédent, déploiement massif de ressources, collaboration étroite et travail en symbiose caractérisent cette mission cruciale. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Pape Sididja et Ibrahim Adam. Elle se déploie partout, symbole d'un professionnalisme sans limite. La RTS au service de la diplomatie du bon voisinage. Pour ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, la couverture médiatique doit être assurée de la plus belle des manières. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie la collaboration technique entre la RTS et la télévision nationale gambienne. Il y a 5 quarts de la RTS technique qui sont là, mobilisés. Le quart HD, une régie HD, le quart énergie, le quart de satellite, vraiment tout ce que la RTS compte comme matériel exactement de production en HD est là actuellement. Parce qu'eux, ils ne sont pas en HD et dans le sommet, les gens avaient besoin de produire le signal en HD. Cette collaboration dure depuis un certain nombre de temps. M. Racine Talla l'a trouvé ici. On a fait cette collaboration, on continue de faire cette collaboration avec des formations, avec une assistance technique, avec cette validation pour venir aider nos frères d'IRTS pour couvrir ce sommet, parce que c'est eux les diffuseurs officiels de ce sommet. Comme vous le savez, la RTS est présente un peu partout, comme vous le voyez dans la sous-région, même avec les différentes productions que la télévision est en train de faire. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire vraiment de collaborer avec la RTS pour la réussite de l'événement. Au Centre international de conférence d'Aouda Kairaba Jawara, où doivent se tenir les travaux, le dispositif technique tape forcément dans l'œil des visiteurs. Nous travaillons en parfaite harmonie avec les agents de la RTS. Comme vous le savez, c'est la RTS et le Sénégal. Nous pouvons dire que c'est un seul pays. C'est pour cela que nous communiquons même en Wolof pour pouvoir mieux faire notre travail. Et pour ce qui concerne le côté gambien, nous avons mobilisé presque 200 personnes
personnes pour la réussite de l'événement. Et aujourd'hui, la présence de la RTS ici est vraiment salutaire. Sur place, rien n'est laissé au hasard. Les consignes sont bien notées avec comme seul objectif répondre à toutes les attentes. L'ampleur du travail ne pouvait être faite que par des gens qui ont déjà fait des sommets et la RTS en fait partie. On a organisé plusieurs sommets au Sénégal. La RTS a réussi plusieurs sommets. C'est pourquoi eux, ils sont venus vers nous. Avec l'arrivée des nouvelles autorités aussi, cette collaboration continue et on espère que ça va continuer, Inch'Allah. Quand les agents de l'IRTS se déplacent à Dakar pour couvrir des événements, c'est le matériel de la RTS, c'est les ressources de la RTS qu'on mobilise pour eux. Donc cette collaboration est là depuis un certain temps et chaque directeur général qui passe essaie d'amener cette collaboration à un niveau supérieur de là où il l'avait trouvé. Pour cette opération, une quarantaine d'agents de la RTS participent à la couverture médiatique. Un travail qui se fait en parfaite harmonie avec les techniciens de la DRTS. Et un nouveau chapitre s'ouvre pour la visibilité des initiatives de la Oumma islamique grâce à la signature d'une convention entre le directeur général de l'agence presse sénégalaise et le directeur par intérim du département de l'information du secrétariat général de l'OCI, un partenariat stratégique qui promet d'enrichir la diffusion des actions menées à l'échelle de la communauté islamique mondiale. Ibrahim Odon. Un acte symbolique, synonyme de l'aboutissement d'un long processus. Avec cette signature, l'agence de presse sénégalaise élargit ainsi son éventail de coopération. L'objectif de cette convention est donc de permettre à l'APS de participer davantage à la visibilité des initiatives de l'OCI dans le monde musulman et particulièrement en Afrique. L'objectif de cette convention est de permettre à l'APS d'offrir davantage de visibilité aux initiatives du monde musulman au Sénégal et en Afrique. Nous avons signé aujourd'hui un premier mémorandum d'entente entre le département de l'information et l'agence de presse sénégalaise dans le cadre d'une coopération médiatique. Et cela va continuer évidemment dans d'autres domaines. Donc nous souhaitons vraiment bâtir une solide coopération dans le domaine des médias, ce qui va permettre à une meilleure visibilité des initiatives de l'OCI dans le monde. Cette signature s'inscrit dans la logique de l'APS en tant que service public, un honneur pour le responsable de la boîte. Honoré ce matin d'être la première agence à signer une convention de partenariat avec le département qui s'occupe des médias, qui s'occupe de l'information au sein de l'OCI. C'est un honneur pour le Sénégal aussi parce que cette convention est mûrie depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs institutions sénégalaises impliquées, le ministère de tutelle, le ministère de la Communication, le ministère des Affaires étrangères. Donc l'État du Sénégal a validé ce partenariat, comprenant, sachant que l'OCI joue un rôle important pour la Oumma, mais pour tous les pays musulmans. Le département comprenant aussi le rôle que l'agence de presse sénégalaise peut jouer dans sa stratégie, dans son travail, nous a fait l'amabilité de signer avec nous ici à Banjul, ce qui est encore symbolique. Depuis quelques années, l'agence de presse sénégalaise s'inscrit dans une dynamique d'innovation, une manière d'être en phase avec les standards du moment. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la clôture du 15e sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul en Gambie. Alutine, fondateur de Africa Jom Center, salue la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Tout en appelant à une reddition des comptes transparente, il met en garde contre toute forme de chasse aux sorcières. Une approche équilibrée et juste pour renforcer l'intégrité dans la gestion publique. Il était l'invité de l'émission Point de vue, on l'écoute. Ça fait partie des demandes sociales. Je pense que les Sénégalais sont satisfaits à l'unanimité d'avoir accès à cette information. Ils avaient droit à cette information, avoir accès à cette information. Et effectivement, maintenant, le reste, un voleur, qu'il soit de la banlieue ou qu'il soit à col blanc, ça reste un voleur.
Et il me semble aujourd'hui, il faut effectivement que la justice fasse son travail. Fasse son travail dans le respect des droits humains, dans le respect de la dignité humaine. C'est ça qu'on demande. Et il me semble que c'est ça qui va créer une dissuasion forte par rapport vraiment au détournement de fonds, par rapport à la prédation des ressources, quelle que soit la nature des ressources du reste. Donc, nous attendons cela, je pense que les populations attendent cela et vont soutenir, si vous voulez, cette tendance. Oui, c'est une demande sociale, c'est une demande sociale parce que... Mais pas de chasse aux sorcières, pas de justice sélective non plus. Non, justement, nous devons avoir une justice indépendante, impartiale et responsable. Donc, la vengeance et la chasse aux sorcières, c'est totalement nocif. C'est quand il n'y a pas de justice, effectivement, que les gens se vengent. Mais quand la justice fait son travail, il n'y a pas de problème. Pas de règlement de compte aussi. Ça, c'est important. La communauté laïenne commémore la disparition de Seydina Issa Laye. Ce dimanche, Cambérène a été le point de convergence de tous les fidèles laïens, une journée consacrée à la prière et au rappel des fondamentaux des enseignements de Seydina Issa Laye Al-Mahdi. Kaltoum Gueye. Un récital du Saint-Coran pour démarrer la commémoration du rappel à Dieu de Seydina Issa Laye, fils aîné et premier calife de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Il a été annoncé par son père, Seydina Limamou Mahdi le 10 septembre 1887, quand, réunis autour du grand sérigne de l'époque, Dial Diop, où il lui dit que je mourrai quand le terme sera venu. Mais si je quitte ce bas monde sans que ma mission soit terminée, elle sera achevée par mon fils ici présent. Et il porta Issa, âgé environ de 9 ans, sur son épaule gauche, n'est-ce pas? Et Dieu a fait que cet engagement a été véritablement confirmé par les faits, puisque c'est en 1909, alors âgé de 33 ans, qu'il succéda à son père et dirigea cette communauté pendant 40 ans. Depuis 1949, chaque année, la vie et l'œuvre de celui qu'on appelle Insa ibn Mariam sont revisitées. Les fidèles laïens viennent de partout pour ainsi se ressourcer. Il a rejeté la Trinité pour véritablement mettre l'accent sur l'unicité de Dieu avec la formule de La ilaha illallah. Donc il quitta ce bas monde en 1949, le 21 août précisément, et Cambérène a eu la chance de l'avoir sur ses terres, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle chaque année nous célébrons sa disparition sur terre, où il aura marqué en tout cas le pays, le Sénégal, mais également la communauté musulmane de manière générale. Cambérène est à l'honneur. Le village créé par Seydina Issa accueille des milliers de fidèles. Un tour dans les cuisines mises en place pour l'occasion renseigne sur l'importance que la population, surtout les femmes, accorde à cet événement. On n'en fera jamais assez pour Mam Seydi. Il est notre guide, notre référence. On prie pour que le bon Dieu nous accorde une longue vie afin qu'on puisse continuer à venir célébrer cette journée. Vous voyez, toutes les femmes sont mobilisées pour la réussite de cet événement. Je suis très contente. Je prie Allah d'avoir la même énergie pour venir célébrer Seydina Issa à chaque année. Mame Libasse Laye ibn Mame Babacar Laye a dirigé les prières. Dans son prêche, il est revenu sur comment Seydina Issa a su continuer le legs de son père à seulement 33 ans. La commémoration continue. Après le récital de Coran, une soirée religieuse est au programme. Elle sera présidée par Mohamedou Lamine Laye, porte-parole de la famille. Fin de la 83e édition du Daka de Médina Gounass. La cérémonie officielle s'est tenue tout à l'heure
En présence des autorités locales et des milliers de pèlerins, le khalife général de Médina Gounass est entièrement satisfait de l'accompagnement de l'État du Sénégal dans l'organisation de cette édition 2024 du Dakar. Il l'a dit au gouverneur de la région de Kolda, Saher Ndao, qui a représenté l'État à cette cérémonie officielle de clôture. Il est au micro de Tidjane Cissé. Sur l'instruction de M. le Président de la République, je suis venu représenter l'État pour cette cérémonie de clôture. Et on a transmis au Khalif les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, mais aussi de l'ensemble du gouvernement. Et vraiment, nous avons souhaité recueillir des prières, mais aussi recueillir vraiment les observations par rapport à cette édition du Dakar, pour pouvoir améliorer l'année prochaine la session de l'édition de l'année prochaine. Donc il y a une entière satisfaction d'après le Khalif, ce qu'il nous a dit. Tout a été vraiment, les engagements ont été presque 100% respectés. On a pu redresser quelques petits problèmes qu'on a gérés en cours de Dakar, parce que vous savez que c'est 10 jours de dévotion, 10 jours de retraite spirituelle, là où il n'y a rien, où il faut créer un monde, créer une ville et amener tout et mettre à la disposition des gens, ce n'était pas facile. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu régler tous ces problèmes. Et aussi l'engagement de nos plus hautes autorités qui se sont investis pour mettre des moyens à nos dispositions nous a permis d'organiser. Donc c'était ça la quintessence de mon discours, mais aussi rappeler aux fidèles qui étaient là que nous devons retourner dans les maisons. Retourner, ça nécessite que les gens soient calmes au retour, soient posés, mais qu'ils respectent les consignes de sécurité. Parce que sur la route, maintenant, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'insécurité et c'est lié au comportement des populations. Mais nous voulons que tous les pèlerins qui quittent Médina Gounass rentrent tranquillement chez eux, mais dans le strict respect des consignes. Ce qui veut dire quoi? Il y aura de la rigueur sur la route pour que les gens se respectent ce qu'il faut. Nous ne voulons pas d'accident. Nous voulons renforcer la sécurité routière, donc il faudrait que les gens respectent les consignes. Alors que le Dakar de Médina Gounass touche à sa fin, les pèlerins commencent déjà à plier bagages. Après 10 jours de prière et de communion spirituelle, ils se consacrent aux dernières empreintes, emportant avec eux huile de palme et miel, témoins de leur passage. Plongez avec nous dans l'ambiance de ces derniers instants de partage et de tradition dans ce reportage signé Tidjane Cissé. À quelques heures de la clôture de ce grand rassemblement religieux, c'est une ambiance de marché qui anime les rues du Dakar de Médina Gounass. Partout, les commerçants cherchent à évacuer leurs produits. C'est le cas de ce jeune homme. J'ai acheté le bidon de 20 litres à 37 000 francs. Je le revends à 47 000 francs. Je propose aussi en détail entre 2 000 et 2 100 francs le litre. Au Dakar de Médina Gounass, on trouve toutes sortes de marchandises. Car ici, ils sont nombreux ceux qui viennent pour vendre leurs produits comme le miel. Le miel au Dakar, il y en a partout, en quantité et en qualité. Ici, c'est moins cher qu'à Kaolack. Parce qu'ici, c'est à 2000. À Kaolack, c'est à 4000. Donc l'occasion se présente, hein, l'occasion fait le larron. Mais il y a différentes qualités. Hein. Parce qu'il y a le miel qu'on a brûlé et celui qu'on n'a pas brûlé. Celui-là, on l'a brûlé. Celui qu'on n'a pas brûlé est un peu plus blanc. À côté du miel, il y a d'autres qui vendent également d'autres produits comme l'huile de palme ou l'huile rouge qui est très prisée pour la préparation des plats traditionnels africains. Ça, c'est l'huile de palme originale. Il n'y a pas meilleure qualité. Ça vient directement de Zérékoré en Guinée. L'année dernière, c'était à 800 francs. Non, j'ai envoyé 44 bidons ici. L'huile de palme est très bon, surtout quand vous la donnez à une femme qui sait préparer le soupou kanja. Ce fût ne contient que de l'huile de palme. Je l'ai acheté à 150 000 francs CFA en Guinée. Wow. Cette activité, ce jeune conducteur originaire du Fouta y trouve également son compte. Car à chaque Dakar, il vient avec son camion pour proposer son service aux commerçants. Là, nous chargeons les bagages pour demain. Chaque bidon chargé, c'est 1000 francs le transport. Moi, j'ai acheté ce bidon à 12 000 francs. Je vais payer 1000 francs pour le transport. Une fois au Fouta, je vais revendre ça à 15 000 francs pour avoir un peu de bénéfice. Le Dakar de Médina Gounass est un événement religieux, mais qui a une dimension économique aujourd'hui incontournable.
À chaque édition, ces commerçants viennent de toute la sous-région pour fructifier leurs affaires durant les 10 jours du Dakar. Et pour répondre aux besoins cruciaux en eau et assainissement lors du Dakar, l'OFOR a déployé des efforts exceptionnels, une flotte de 30 véhicules citernes pour un approvisionnement constant en eau et plus de 100 agents pour garantir l'assainissement du site. Abdoulaye Sinkare. Médina Gounass aux aurores. La cité bruisse des psalmodies de la Wazifa du matin. Un temps béni pour les prières et propice pour les périples. Nous arrivons sur le site du Dakar après le lever du jour. Ce décor boisé où l'homme est en perpétuel contact avec la nature. Pour assurer la salubrité des lieux pendant la retraite spirituelle, les services de nettoiement ont renforcé leur dispositif. Il y avait des camions de collecte et ils nous ont ajouté des camions de collecte de plus, ça fait 4, et plus 4 camions de polybène. Et le personnel de Sonazes qui sont venus de Dakar, de Ziguinchor à Kolda et dans les autres communes, et il y a 24 personnes aussi. Et sans compter les 100 personnes qu'on a recrutées et pour le Dakar. Pour réussir les 10 jours du Dakar, ces techniciens de surface sont en campagne pour 1 mois. Avant Dakar, on prépare pour le pèlerin. Et pendant Dakar, on reste avec les pèlerins aussi. On nettoie les déchets qu'ils produisent. Et après Dakar, encore, on nettoie encore plus le déchet qu'ils sont laissés. Bon, ça veut dire qu'il y a eu presque 1 mois. Durant 1 mois, Sonazet ici à Médina Gounass. Sur ce site austère où le thermomètre est rarement en baisse, l'eau reste une denrée capitale. Le dispositif comprend une trentaine de camions. Chaque camion a une capacité de 30 mètres cubes et fait 2 à 3 sorties par jour. Les services techniques avaient recensé plus de 1000 Dakar lors de la précédente édition. D'où des besoins en eau toujours croissants. C'est au niveau du comité d'organisation que toutes les demandes sont enregistrées. Et quand on m'informe, j'envoie le nombre de camions nécessaires. Les camions sont tout le temps remplis pour être opérationnels en cas de besoin. Pour garder le cadre toujours au naturel, des campagnes de reboisement sont souvent organisées sur le site. Et dans les champs de Ndiaganya, où une révolution agricole est en marche, la ferme moderne de Dombafay célèbre ses premières récoltes hors saison grâce au projet Paris, soutenu par la Banque mondiale et mis en œuvre en partenariat avec l'ANIDA. Les agriculteurs locaux ont pu surmonter les défis des aléas climatiques par un système d'irrigation avancé. Lamine Fall et Maman Moussagna. La ferme agricole moderne de Ndioudiouf Mbafay dans la commune de Ndiaganyao, un site où la mission se met à l'action. Ce périmètre de 7 hectares, dont les 5 sont emblavés, sert de cadre aux cultures hors saison avec diverses spéculations. Nous avons cultivé des tomates, des poivrons et des oignons. Mais je peux dire que c'est la commercialisation de tomates qui marche le mieux. Les cultures hors saison, un changement de paradigme dans la stratégie agricole sénégalaise, une stratégie portée de bout en bout par l'ANIDA en relation avec le Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. L'idée, c'est que véritablement l'agriculture puisse être pratiquée toute l'année. Parce que le constat fondamental qui avait été fait était qu'on avait un peu basé notre agriculture sur la saison des pluies. Et tout le monde sait que 3 mois de pluie ne peut pas durablement, en tout cas, garantir une production. Pour cette campagne, les récoltes se poursuivent, les cultures affichent un bon comportement, augurant de belles perspectives. Nous nous attendons à un chiffre d'affaires tournant autour de 5 millions pour les tomates, 4 millions pour les oignons et jusqu'à près de 8 millions pour les poivrons. Une augmentation des revenus combinée à une autonomisation des femmes en milieu rural.
Nous travaillons matin et soir. Désormais, nous consommons ce que nous produisons, à savoir tomates, gombo, entre autres. En plus, avec cette ferme, nous sommes devenus plus autonomes, plus indépendantes, mais aussi plus résilientes. De braves productrices à l'énergie débordante en pleine saison sèche, leurs efforts sont rendus possibles grâce à ce projet financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale a financé ce projet, qui est un projet régional pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. C'est un projet d'une importance capitale pour le secteur agricole, du fait que ce projet touche un domaine assez important pour l'agriculture, qui est l'irrigation. Ce réseau d'irrigation a pour nom le goutte à goutte, sans doute le système irrigué le plus abouti à l'ère moderne actuellement appliqué dans les fermes agricoles et alimenté à l'énergie solaire. Je pense qu'avec un système irrigué moderne, il est possible d'avoir 3 à 4 cycles de culture. La ferme de Ndioudiouf vit une transformation agricole sans précédent, avec des cultures en toute saison, des rendements meilleurs, et ce, grâce à ce projet à impact socio-économique durable qu'est le Paris. En moyenne, le Sénégalais consomme plus de 100 kg de riz chaque année, un besoin loin d'être satisfait par la production locale. L'ISRA travaille sur le projet T2AT, Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Projet, objectif, activer les leviers de développement de la chaîne de valeur comme la production durable de semences certifiées. Abdouat. Le Sénégal doit redoubler d'efforts pour atteindre l'autosuffisance en riz. En 2022, la production nationale s'élève à 775 000 tonnes, ce qui représente la moitié des importations de riz, estimées à près de 2 500 000 tonnes, soit 346 milliards de francs CFA. Pour rehausser le niveau de production, la disponibilité de semences certifiées reste un levier important. Le projet TAT, Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, exécuté par l'ISRA, a pour objectif la production durable de semences de première génération, orientées vers le marché. Ces projets viennent appuyer, on va dire, la problématique de la souveraineté alimentaire, en apportant des fonds, bien sûr, en permettant aux acteurs de se réunir autour des questions qui sont centrales, comme aujourd'hui la semence, autour des plateformes pour travailler et réfléchir ensemble sur des stratégies de pérennisation, des stratégies qui permettent aux producteurs d'avoir accès beaucoup plus facilement aux technologies. Quand on parle technologie, c'est les semences, c'est les équipements, c'est la connaissance, c'est le savoir et le savoir-faire. La production de semences fait face à plusieurs contraintes, notamment le manque de matériel agricole. Il y a aussi l'adaptation du clan agricultural, parce que tout un chacun de nous, les producteurs en tant que tels, ils préfèrent même prendre leur propre date de semis. Donc, ce qui fait qu'au finish, il y a des problèmes au niveau des récoltes. Il y a des problèmes même au niveau des analyses de labo. Au Sénégal, je sais qu'au niveau des productions de semences certifiées, nous sommes encore loin de ça. On nous exige de faire des semences certifiées, mais il va falloir qu'il y ait des efforts, qu'il y ait une connexion entre la recherche, les producteurs de semences certifiées, pour pouvoir suivre les destinées de ces semences-là. Et maintenant, c'est comme ça qu'on pourra planifier à certifier la demande en semences certifiées. Une fois qu'on satisfait cette demande en semences certifiées, maintenant, le reste, c'est des pratiques. Les bonnes pratiques agricoles comprennent une série de protocoles qui s'appliquent aux producteurs afin de booster les rendements. Le projet envisage ainsi le renforcement de plateformes d'innovation pour diffuser ces bonnes pratiques agricoles, de l'aménagement des parcelles rizicoles aux activités post-récolte. Ce que nous comptons faire, c'est de continuer le processus afin de maîtriser les superficies et les productions rizicoles. Donc ce projet va continuer dans l'aspect plateforme aussi, non seulement recenser les gens qui arrivent dans le projet, mais aussi mieux essayer de cartographier les parcelles rizicoles, suivre les parcelles de riz jusqu'à la récolte et même donner des prévisions sur le rendement. À l'échelle du pays, le rendement des périmètres rizicoles tourne autour de 3,5 tonnes à l'hectare. Une production jugée très faible, de l'adoption durant cet atelier d'une bonne feuille de route favorable au développement de la chaîne de valeur.
La prochaine campagne agricole préoccupe déjà les paysans, les autres acteurs de l'agriculture et le gouvernement. Des graines de changement ont été portées en terre avec des mesures hardies adoptées en conseil interministériel. 120 milliards de francs CFA ont été dégagés pour l'acquisition de semences et d'intrants de qualité. Campagne agricole 2024, l'armée en première ligne. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Habituellement, c'est au mois de mai que les premiers flux de mousson pénètrent le pays par sa partie sud pour le balayer ensuite progressivement. Mais il n'y a plus de certitude quant au calendrier pluvial et donc agricole depuis que le changement climatique est devenu une réalité perturbatrice de l'ordre établi. Pour autant, l'espoir commande de se lever, d'aller préparer son champ si les prédateurs fonciers ne sont pas passés par là. Notre structure démographique est certes en train de changer, comme l'a démontré le RGPH 5, mais la paysannerie pèse son poids. Près d'un Sénégalais sur deux s'active encore dans l'agriculture. Quand on a un tel profil, il est impératif de ne pas laisser la pratique en jachère ou en friche. Il y a des préalables pour mettre au moins partiellement les populations rurales dans des conditions de s'assurer une bonne production. En partie seulement parce qu'il existera toujours des aléas dont la distribution spatio-temporelle des pluies et d'autres périls capables d'anéantir la perspective de belles moissons. Mais avant de récolter, il faut avoir semé la bonne graine car l'ivraie ne pousse pas. Séparer les deux est la première condition. Les nouvelles autorités veulent opérer ce tri sélectif pour mettre à disposition et en temps opportun des semences et des fertilisants de qualité. Pourtant, cela se faisait. Eh oui, mais plutôt mal que bien. Combien d'acteurs qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture infestaient la chaîne, vendant du vent. Or, en le semant, on ne récolte que tempête. Des années d'il à maintenant, on a sans cesse repoussé l'autosuffisance, malgré les slogans chocs et les tentatives de réforme qui n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et l'exode rural a pris de l'ampleur et de la vigueur, hypertrophiant les villes de Pekno, de Kamlo et de Bado-Pabo à qui la vie ne fait pas de cadeau, si ce n'est un voyage sans retour vers des Canaries illusoires. Cette fois-ci, l'armée va monter au front avec 120 milliards dans les cartouchières. Faudra pas rater les cibles, que cette manne aille aux ayants droit et se traduise par un carton garantissant d'abord une sécurité alimentaire aux braves de la terre, d'une terre dont on suppose qu'elle ne mange jamais. On voudrait bien pouvoir en dire autant de tous. Le grand format santé de ce soir met en lumière la détresse des familles confrontées aux séquelles des accidents vasculaires cérébraux au CHU de Fann, entre l'attente angoissante pour des soins urgents et les conditions d'hébergement précaires. Les témoignages des accompagnants révèlent les défis du système. Toutefois, l'administration hospitalière promet des réformes pour améliorer l'accès aux soins et la qualité de l'accueil. Grand format réalisé par Fanta Badji. Avec son éventail, elle cherche à rafraîchir son malade dans cette salle du service de neurologie du CHU de Fann. Ici, les accompagnants déplorent des conditions d'hébergement peu commodes. Ce n'est pas du confort qu'on cherche. On cherche le minimum pour que la personne soit bien. Vous voyez, j'ai l'éventail. Je passe la journée à l'éventer. Vous me voyez, moi, je suis comme ça. Il fait très chaud dans les salles. Les lits, vous avez vu le lit. Il est déglingué complètement. Moi, j'ai même peur parfois de le bouger. Les ventilateurs, vous voyez, ça ne touche pas tout le monde. Et il y a de la poussière, la clim ne marche pas. Même les chaises où on s'assoit, nous-mêmes, on cherche des oreillers pour mettre sur les chaises. Il n'y a pas de chaises. Mais tamit douce yi am nañ problème. Douce yi ak yooyu sonal na nit ñi. Yooyu. Il y a beaucoup de moustiques ici. Les toilettes sont insalubres et on n'a nulle part où mettre nos bagages. Def placard foo def sa bagage boo ñëwee obligé gardien lay wàcce ci suuf nga def sa placard nga sànni foofu sa bagage ci benn néeg loolu tamit neexul. Au Sénégal, la famille accompagne autant que possible le patient interné et cette situation n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de certains services. Il y a un regroupement familial qui impacte dans le fonctionnement de l'hôpital parce que ces personnes qui sont là, ces accompagnants qui sont là, impactent sur tout le circuit. Sur tout le circuit, au niveau des toilettes, au niveau des lavoirs, au niveau des tentes,
au niveau du ramassage des ordures. Maintenant, il y a des problèmes qui sont inhérents à la vétusté des bâtiments. C'est la vétusté des bâtiments et aussi la surutilisation. Il y a peut-être une toilette qui a été faite pour 20 malades, sans l'utilise. Donc là, il y aura forcément des dysfonctionnements. Dans cet hôpital de référence, le professionnalisme du personnel médical n'est pas mis en cause. Les médecins sont très compétents chez nous, franchement. Ce qu'ils font là, c'est un sacerdoce. Moi, je suis admiratif, très admiratif devant ce que font nos médecins. Depuis que je suis ici, tous les jours, ils sont à nos cheveux. Tous les jours. Et ils ne rechignent pas à la tâche. Moi-même, je me demande quelquefois s'ils ont une vie de famille. Cependant, les retards de soins au service d'accueil des urgences est une réalité. Le jour où on est venu, il a passé la journée sur une chaise aux urgences de midi à 2 heures du matin. Il était assis sur une chaise. Il y avait des malades couchés au sol parce qu'ils n'ont pas de lit pour mettre les malades. Ils n'ont pas de chaise roulante pour mettre les malades et les transporter. Les gens étaient couchés par terre sur les carreaux. Le non-respect de la pyramide sanitaire est une contrainte de taille pour le SAU qui est souvent débordé. FAN est appelé à recevoir des références de tous les hôpitaux du Sénégal et même en dehors du Sénégal. Donc, la porte d'entrée de toutes ces références, c'est les urgences. Donc, c'est normal que le SAU, la demande soit forte. C'est normal qu'il y ait un temps d'attente. Mais c'est normal aussi qu'on puisse prendre des mesures pour voir comment améliorer le flux, comment prendre en charge et que aussi la périphérie qui est autour de FAN aussi assure les urgences. Parce que ça permet de désengorger FAN si les centres de santé, si les hôpitaux de niveau 1, les hôpitaux de niveau 1 aussi prennent une partie de ces urgences. Récemment, l'administration de l'hôpital a engagé des réformes visant à renforcer l'offre de soins du service de neurologie notamment et à améliorer le cadre. L'État du Sénégal a beaucoup contribué en réhabilitant, en faisant vraiment un complexe neurokinésie et réadaptation. Et vraiment, c'est un grand chantier que M. le ministre vient de visiter et c'est un chantier qui est en phase de finition. Mais d'autres services d'enfants méritent aussi ce même financement, cette même appropriation. Parce que c'est des services qui datent d'avant 1960. À l'hôpital FAN, accompagnants et malades fondent beaucoup d'espoir sur les nouvelles autorités pour un meilleur accès aux soins. Nos autorités, souvent, ce n'est pas une critique, hein. Ils ont les moyens d'aller dans les cliniques. Ils ont les moyens d'aller se soigner ailleurs. Mais le Sénégalais lambda, qui n'a pas les moyens, s'il est malade, il est mort. Comme il dit, tous les jours, même le petit truc, la sonde là, elle coûte 500, on l'achète. Donc eux, ils n'ont aucun moyen pour travailler. Aucun. Le malade achète tout, s'il n'a pas, il ne peut pas se soigner. Il y a des gens que je vois, ils souffrent pour aller acheter une ordonnance de 2000 francs. Donc il faut que l'État remette les choses en ordre. Moi, je me souviens quand j'étais petite, parce que je suis un peu vieille, quand j'étais petite, quand on allait au dispensaire ou à l'hôpital, on ne vous demandait rien. Vous étiez soigné. FAN, nouvel hôpital, est un projet en cours d'exécution. L'administration annonce des aménagements pour mettre à l'aise accompagnants et patients, de même que l'acquisition prochaine de matériel médical destiné à renforcer le plateau technique. Voilà pour ce grand format santé signé Fanta Badji. Pour un Sénégal souverain, juste et prospère et faire du projet une réalité concrète au bénéfice des Sénégalais, le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a organisé un séminaire de partage objectif, réorienter la politique sectorielle pour répondre à la vision du président de la République. Amadou Diallo. Un Sénégal prospère avec un plein emploi productif et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire s'aligne sur le projet et fournit ainsi sa contribution au plan d'action d'urgence du gouvernement. Ce qui est attendu au terme de cet atelier, c'est d'abord d'avoir une compréhension commune
qu'il n'y ait plus d'équivoque et que tous sachent qu'ensemble, nous avons un objectif à atteindre et que chacun, en ce qui le concerne, dans son sous-secteur, puisse savoir ce qu'il attend conformément aux principes et valeurs déclinés par le président de la République, que sont les valeurs d'honneur, de disponibilité, mais surtout les valeurs qui vont dans le sens de la bonne gouvernance, à savoir l'imputabilité et la réduction des comptes. Ce séminaire a permis de tracer le contour des urgences en ce qui concerne le secteur de la microfinance pour un développement inclusif au Sénégal. Les urgences en ce qui concerne le secteur de la microfinance, c'est d'abord de rationaliser les ressources, mais d'harmoniser les interventions et de les articuler sur les orientations que nous avons déjà déclinées à l'entame. À savoir, faire de telle sorte que l'impact de la microfinance puisse se faire sentir au niveau des usagers de cette offre. Qu'on puisse avoir une microfinance au service de l'économie sociale et solidaire et une économie sociale et solidaire qui puisse être une niche de création d'emplois. C'est ça la nouvelle démarche. Ça, auparavant, on ne l'avait pas. Une nouvelle démarche au bénéfice de l'inclusion sociale. Le développement de la microfinance est un levier important pour réduire le chômage et la pauvreté. Et dans votre rendez-vous dominical le dimanche soir, des pistes de solutions pour résorber le chômage chez les jeunes, optimiser et miser sur la recherche et le développement, des propositions faites dans l'essai intitulé « Le chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions ». Le professeur Elhadj Mounirou Ndiaye, spécialiste de l'économie industrielle et de l'économie numérique et enseignant, chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, en est l'auteur. Il était sur le plateau du dimanche soir. Concrètement, il y a un nombre impressionnant d'emplois qu'on peut créer dans le court terme et le long terme. D'ailleurs, au niveau de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible de créer des emplois si on optimise, on coupe les malversations, les slacks, ce que j'appelle des slacks, on les arrête, l'État maximise ses recettes, optimise et rationalise les dépenses fiscales. Il y aura vraiment une marge financière permettant de résorber les déficits d'effectifs de l'État et même d'avoir les moyens du financement du chômage. Parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, c'est une bonne proposition, que l'ADER, le BND, tout ça vont être fusionnés pour donner une seule structure. Il faut créer une banque. Une banque d'investissement. Quand j'ai parlé d'agriculture, moi j'ai fait 59 villages pour l'épargne, initiative prospective agricole et rurale dans le cadre de Natal Mbaye, qui a été financé par l'USAID. Nous sommes partis au sud. Nous avons fait 59 villages pour faire un rapport sur la mangue. Et je vous dis que si la formation, l'accompagnement sur le plan de la certification, les codes FRA, les codes barres, l'accompagnement sur le plan du fonds de roulement pouvait être fait, rien que sur la mangue, vous avez une manne de création d'emplois extraordinaire pour les jeunes femmes qui travaillent comme transformatrices dans ce niveau-là. Je pense que donc, la formation, les renforcements de capacités, l'université, c'est vraiment le fondement, comme vous dites. La recherche, développement, l'innovation. Je pense que tout ça, c'est bien abordé dans le voyage. Et il faudrait vraiment une politique appropriée à ce niveau-là pour permettre d'être résilient. Voilà votre magazine le dimanche soir à suivre juste après l'édition du 20h. En sport, basketball Africa League, l'AS Douanes a perdu hier son premier match face aux Nigérians des Rivers Hoopers. Score 77-68. Selon le coach Mamoudou Gueye Pabi, son équipe a tout simplement manqué de discipline. Retour sur les temps forts avec Ibrahim Mboup. Les douaniers se font surprendre par des Rivers Hoopers accrocheurs. Une défaite d'entrée de jeu pour les Sénégalais. Et pourtant, les protégés de Mamoudou Gueye Pabi faisaient la course en tête dans les deux premiers cartons. Dans le troisième acte, le momentum était du côté nigérian. L'AS Douanes est revenu à la hauteur des Rivers Hoopers dans le quatrième quart avant de perdre le fil du match. L'année dernière, c'était pareil. On était rentré très difficilement dans la compétition. Pourtant, on s'était bien préparé pour ces éventualités. Malheureusement, nous avons manqué de discipline. En menant de 12 points,
sur les rotations défensives, on allait chercher des ballons qu'on n'aurait pas dû aller chercher sur les rotations, en allant faire des interceptions à l'aveuglette et les permettre de marquer des paniers faciles à 2 points ou bien des tirs ouverts. C'est vraiment dommage. En apparence, la mayonnaise n'a pas encore pris au sein de l'AS Douanes. Il y a certes du talent et de bons profils, mais le collectif reste un vaste chantier. Ils viennent de partout, ils sont arrivés un peu tard. Nous avons juste, certains ont juste 5 séances d'entraînement. Pour rentrer dans le mood, c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on est dans les difficultés, il y a quelque chose qui peut nous mettre en exergue, c'est notre défense. Comme en 2023, l'AS Douanes devrait faire une montée en puissance pour valider l'un des 2 tickets qualificatifs aux playoffs de la Basketball Africa League. Et l'AS Douanes s'est racheté cet après-midi devant l'US Monastir, score 76-59, soit 17 points d'écart. Les douaniers signent ainsi leur première victoire dans le tournoi après la contre-performance d'hier. Nous reviendrons sur les temps forts du match demain dans Actu Sport Express. Et en plus bref, pour finir, sachez que notre compatriote Mohamed Diop a été élu hier président d'Africa Aquatics. C'est la nouvelle appellation de la Confédération africaine de natation. L'élection a eu lieu hier à Luanda, en Angola, en marge des championnats d'Afrique de la discipline. Mohamed Diop a obtenu 28 voix contre 14 pour son adversaire. Ainsi va l'actualité de ce dimanche soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.